En larmes dans une voiture bombardée d'œufs pourris, c'est l'une des images de ce... ont été des héros. Seulement, moi, j'aime pas beaucoup ça parce qu'il y en a eu beaucoup comme ça. C'est tous des héros de panache, hein. Enfin, avec flamme. Ce sont des héros, mais derrière eux, il y a une multitude de gens dont on ne parle pas et qui ont eu des comportements héroïques. Madame, Monsieur, bonsoir. Sophie Marceau en larmes dans une voiture bombardée d'œufs pourris, c'est l'une des images de ce dimanche de Pentecôte. Une nouvelle fois, les amis des chasseurs, connus ou inconnus, ont tenté d'empêcher la chasse à la tourterelle, pratique ancestrale dans le Médoc, mais, faut-il le rappeler, interdite depuis 1979 par une directive européenne. Reportage Gilles Marinet, Jean-Louis Normandin. Prenez une actrice jeune et belle, Sophie Marceau. Prenez un professeur vénérable, il va de soi, Théodore Monod de l'Académie des sciences. Mettez le tout dans un cortège sous la houlette d'Alain Bougrain-Dubourg et allez ensuite expliquer aux chasseurs de tourterelles dans la presqu'île du Médoc que leur loisir traditionnel est interdit, l'ambiance est garantie sur facture. Il va se passer qu'il va rester coincé là. Voilà ce qui va se passer. Parce que quand on lui parle à ce monsieur, il se prend pour le patron. Il ne veut même pas écouter le colonel de gendarmerie, il ne veut rien écouter. Alors qu'est-ce que je vous dise, moi? Hein? Voilà. Alors, il se prend pour le conquistador de l'Aquitaine, celui-là. Nom d'oiseau, bousculade, giboulée d'œufs pourris, on tente de négocier. Sophie Marceau n'en revient pas, mais force restera aux chasseurs. Le Médoc rejette les conquistadors. La déclaration là, à l'heure actuelle... Ce n'est pas un défi que nous lançons aux autorités ni à l'autorité judiciaire. C'est le moindre mal parce que nous voulons éviter les affrontements de ce provocateur. C'est lui qui vient les créer. Après ce rude et parfois malodorant contact sur le terrain, les œufs étaient bien faits. Retour à Bordeaux, un lieu jugé plus sûr par Anémone et Brigitte Bardot. De fait, les chasseurs en prendront pour leur grade. Regardez pour tuer quoi? Ces petits animaux-là. Donc nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont aucune puissance, qui n'ont aucun impact auprès de gens comme les chasseurs qui font un État dans l'État. L'État qui visiblement mise sur la lassitude des uns et des autres, c'est le statu quo. La vraie surprise de la journée, en fait, ce fut peut-être cette intrusion de quelques Kurdes dans ce programme écologique, venus rappeler qu'à 100 mètres de là, ils assumaient leur 47e journée de grève de la faim. Décidément, la Gironde ne manque pas de causes à défendre. Total tout de même une bonne journée pour les tourterelles qui, elles, ont échappé au massacre aujourd'hui. En Saône-et-Loire, c'est un autre genre de chasse qui s'est pratiqué aujourd'hui, la chasse au tonton. Toute la journée, les journalistes ont tenté de pister le président de la République dans la région de Solutré et ils sont entrés bredouille. Avec l'appui des gendarmes, François Mitterrand a gagné cette véritable partie de cache-cache. On ne sait donc pas s'il a escaladé, oui ou non, comme chaque année, la fameuse roche de Solutré. Bref, c'est le mystère. En ce jour de Pentecôte, y a-t-il eu ascension? Reportage de nos envoyés spéciaux, Bruno Roger-Petit, Yves Barbe. On l'aura beaucoup attendu là-haut, sur la roche. Et finalement, il est venu. Il a même vu. Mais déception, ce n'était qu'une pâle imitation. Ce n'était en fait que l'un de ces anciens combattants, désireux d'attirer à l'occasion l'attention présidentielle sur leurs conditions. Du reste, il n'était pas venu seul. Une cohorte de curieux et de journalistes avait également accompli le déplacement rituel à Solutré. Tout cela en pure perte. Car aujourd'hui, diront les mauvaises langues, c'était un peu la farce tranquille. Le président est certes passé à Solutré, mais au pied de la roche, loin, bien loin, très loin de ceux qui l'attendaient patiemment au sommet. À peine n'auront-ils pu apercevoir, trop tard, 4 limousines noires s'évanouir dans la campagne bourguignonne. Moralité, les fans, les manifestants, les journalistes en ont été pour leurs frais. Enfin, pas tous. En fouinant, on peut toujours découvrir l'un de ces vestiges qui font de la roche de Solutré chaque dimanche de Pentecôte un haut lieu de pèlerinage. Parmi les nombreuses déclarations politiques dominicales, à retenir celle de Jean-Pierre Soisson, nouveau ministre de la fonction publique. L'ouverture, a-t-il dit au micro de RMC, l'ouverture doit être poursuivie afin que les textes gouvernementaux puissent être votés à l'Assemblée en respectant totalement l'autonomie du centre. À noter également la petite phrase de Michel Charasse, le ministre du Budget n'a pas exclu, je cite, de faire quelques petits sacrifices dans la gestion des dépenses publiques afin de préparer la France à l'Europe de 93 sans trop accabler les contribuables.
Le ministre du Budget qui a également condamné avec la plus grande vigueur les agissements criminels que constitue à ses yeux la série d'attentats perpétrés l'autre nuit par des viticulteurs en colère contre des bâtiments des impôts dans le sud-ouest. Bref, une nuit bleue pour la défense du rouge. Autres attentats visant un bâtiment public, l'explosion qui a endommagé l'inspection académique de Bastia cette nuit, attentat signé du FNLC, ainsi que celui commis contre la Société des Travaux du Midi à Marseille, attentat revendiqué officiellement cet après-midi par les indépendantistes corses. Éric Lemasson, Caroline Laudrin. FLNC, canal habituel. L'une des branches du mouvement nationaliste clandestin a revendiqué en fin d'après-midi l'attentat contre cette entreprise marseillaise. 23h40 hier soir, le siège social de la Société des Travaux du Midi est soufflé par une violente explosion. Le gardien venait d'apercevoir plusieurs silhouettes cagoulées en sortir. Cette entreprise marseillaise de BTP avait récemment été mise en cause par un hebdomadaire nationaliste qui lui reprochait de fomenter une OPA sur des entreprises corses. Ce matin pourtant, les dirigeants de l'entreprise visée affirmaient ne pas comprendre. On n'a pas d'intérêt particulier en Corse, sinon une activité de bâtiment. Et quel type de travaux vous avez effectués déjà en Corse? Bâtiments publics et bâtiments d'habitation, logements HLM et autres. Et jusqu'à présent, vous n'aviez eu aucune menace? Aucune. Marseille et 2 heures plus tard à Bastia, la même griffe. Des charges explosives couplées à des bouteilles de gaz. Cette fois, c'est un symbole de l'État français qui était visé. L'inspection académique, cible fréquente des nationalistes clandestins qui reprochent au système éducatif de ne pas favoriser la langue corse. L'immeuble a été détruit à 80%. Pas encore de revendication formelle, mais cette signature, FLNC Langue Corse, notre terre. 2 attentats, mais un message unique. Dans son communiqué de revendication, le FLNC a clairement lié l'attentat de Marseille au rejet par le Conseil constitutionnel de la notion de peuple corse composante du peuple français. Une notion qui était le symbole du nouveau statut de l'île. Précisément, Edith Cresson, qui était il y a quelques instants l'invitée de 7 sur 7, a affirmé à Anne Sinclair qu'elle était assez hésitante sur cette formule de peuple corse, qu'elle était assez réservée. Les congrès de parents d'élèves, hier nous avons fait le point sur celui qui réunit à Bourges les parents de l'enseignement public. Les 4000 délégués des parents d'élèves de l'enseignement libre sont réunis également ce week-end, mais à Lille. L'UNAPEL, qui regroupe quelques 800 000 familles, est une association très puissante. En 1984, elle était à l'origine des manifestations qui ont contraint le pouvoir à retirer ces projets concernant l'enseignement privé. 7 ans après, les responsables de l'UNAPEL relancent leur combat. Ils dénoncent l'asphyxie sournoise de l'école libre. Reportage Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Un congrès des parents d'élèves de l'école catholique, un dimanche de Pentecôte, cela commence par la célébration eucharistique. Mais derrière le recueillement affiché par ses fidèles, il y a un sentiment de révolte qui monte. 7 ans après avoir enterré la hache de guerre scolaire, l'école libre estime qu'elle fait à nouveau l'objet d'une tentative d'asphyxie orchestrée par le gouvernement socialiste. Les nostalgiques du système unifié, unique français, système éducatif français unique, reste, je crois, dans la mémoire de beaucoup. Ça reste le but, je pense, quelque part, du gouvernement. Aux yeux de ses parents d'élèves, la parité privée-publique reconnue par la loi de Bray est un leurre. Le gouvernement serait ainsi coupable de pénaliser les plans de carrière des enseignants qui ont opté pour le privé. Le gouvernement, toujours, refuse d'offrir aux collectivités territoriales la possibilité de financer davantage la construction de nouveaux établissements. Le gouvernement, enfin, dans son plan d'urgence au lycée, oublie l'enseignement catholique. Il y a une menace certaine que les parents d'élèves demandent à manifester et je ne voudrais pas qu'ici ou là éclate un certain nombre de manifestations que nous ne pourrions pas contrôler. C'est pour cela que j'appelle solennellement le gouvernement à accepter le dialogue que nous réclamons. Forte de ses 800 000 adhérents, l'école catholique sonne à nouveau le tocsin en espérant qu'il résonne aux oreilles du nouveau gouvernement. En Yougoslavie, les électeurs de la Croatie étaient appelés aujourd'hui à se prononcer par référendum sur le maintien ou non de cette république au sein de la fédération yougoslave. Un vote qui intervient dans un contexte très particulier puisque la Yougoslavie est toujours sans président. Le ministre de la Défense a convoqué hier à Belgrade les principaux responsables de l'armée pour examiner la situation politique. Commentaire Bernard Lebrun.
En rouge, le bulletin pour le maintien au sein de la Yougoslavie. En bleu, celui pour l'autonomie de la Croatie. Un peu plus de 3,5 millions de Croates se sont exprimés aujourd'hui à l'appel de leur président non communiste, Franjo Tuđman. Interviewé à Zagreb ce matin, celui-ci n'a pas caché l'évidence du résultat en faveur de la souveraineté croate. Alors pourquoi un tel référendum? Nous pourrons utiliser les résultats lors de futures négociations avec d'autres républiques yougoslaves, a-t-il précisé. Jamais, depuis sa fondation après la guerre par Tito, la Yougoslavie moderne n'a été aussi proche de l'éclatement. Cette mosaïque de couleurs de 25 millions d'habitants va-t-elle voler en éclats? 6 républiques, 2 provinces autonomes, plus de 20 nationalités la composent. En bleu, formant un fer à cheval enclavé, la Croatie. Ici, depuis toujours, une minorité serbe, environ 10% des 5 millions d'habitants, est à l'origine d'incidents interethniques à répétition, conduisant aujourd'hui le pays aux portes de la guerre civile. Pire, depuis jeudi, la Yougoslavie n'a plus de président. L'unique candidature du Croate Stipe Mesić n'a pas réuni la majorité. C'est une insulte à la Croatie que la Croatie ne peut tolérer plus longtemps, a-t-il réagi. L'argument définitif pour un vote pro-autonome des Croates était dès lors tout trouvé. Des urnes closes depuis 18 heures ne sortira pas de solution à la crise, même si le résultat impressionne les nationalistes serbes. Seule une réforme constitutionnelle alliant des États souverains semble pouvoir encore sauver la fédération yougoslave. Les Américains viennent d'envoyer au Koweït une relève de près de 4000 soldats. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, a expliqué que son pays, les États-Unis, voulait assurer une présence militaire dans l'Émirat au moins jusqu'au mois de septembre. Près de 3 mois après la fin de la guerre du Golfe, les Koweïtiens font leur compte. Selon un responsable du ministère de la Justice, 3886 Koweïtiens sont toujours portés manquants. 200 collaborateurs présumés vont être jugés dans les prochaines semaines. Les 20 premiers ont comparu dès aujourd'hui devant un tribunal d'exception à Kuwait City pour s'entendre condamnés à des peines de 3 ans à 15 ans de prison. Commentaire François Cornet. Ils sont jordaniens, palestiniens, irakiens ou égyptiens. Ils sont accusés de vol, possession illégale d'armes et de munitions et de collaboration avec les forces irakiennes d'occupation. Certains encourent la peine de mort. L'un d'eux a écopé aujourd'hui de 15 ans de prison pour avoir porté un t-shirt avec le portrait de Saddam Hussein le jour de l'invasion de l'Émirat. Cette femme est accusée d'avoir dévoilé la présence d'un résistant koweïtien dans son immeuble. Des procès arbitraires selon les avocats de la défense, sans preuves solides, sans comparution de témoins à l'audience. En vertu de la loi martiale, les accusés ne pourront pas faire appel. Seul espoir pour eux, le gouverneur de cette loi martiale, le prince héritier Saad Abdallah al-Sabah, reverra toutes les sentences. Dans ces procès classiques d'après-guerre, l'ombre des 3886 koweïtiens, toujours portés manquants, pèse incontestablement lourd dans le sort de ses collaborateurs que la Croix-Rouge internationale qualifie de boucs émissaires. Les vrais coupables, eux, sont repartis en Irak. Ce long week-end de Pentecôte est décidément propice aux séminaires et aux réunions de tout genre. C'est ainsi que les responsables français de la Compagnie de Jésus se sont retrouvés à Chantilly pour discuter d'un sujet délicat, la mixité dans la formation des religieux. Problème délicat, certes, mais enjeu d'importance dans un pays confronté à la crise des vocations. Apparemment, en ce dimanche de Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint est descendu sur les jésuites français. Reportage Marc Maisonneuve, Jean-François Giorgetti. Après l'internoviciat de Lyon, la maison des jésuites d'Aix-en-Provence, le deuxième lieu de formation des novices. Le plus important puisque c'est là qu'ont lieu les exercices spirituels. Depuis peu, un lieu où les garçons et les filles qui vont embrasser la vie religieuse se retrouvent. Une sorte de révolution pour le maître des novices arrivé dans la maison des jésuites en 1959. Dans les années 60, les femmes faisaient peur? Oui, c'était... Je pense qu'elles ne faisaient pas peur, mais étant donné la façon très monastique dont était conçu encore le noviciat à l'époque, elle n'était pas pensable, enfin, elle n'était pas envisagée même. On connaît depuis peu la formation mixte en vigueur chez les jésuites, alors qu'elle existe depuis 1974. Bout du secret éminemment clérical, pas sûr. Il fallait que l'expérience soit mise en place. Et puis les jésuites n'étaient pas en odeur de sainteté. Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II ont eu une très longue et inopportune querelle, très romaine, avec le père Aroupé. Il a fallu toute la diplomatie du père Kolvenbach pour ramener Jean-Paul II à de meilleurs sentiments à l'égard de la compagnie. La formation mixte a longtemps été freinée de l'intérieur même de l'Église.
Dans la société, c'est venu peu à peu, et que pour que ça passe dans les structures de l'Église, il faut déjà un certain temps. Vous voulez dire que l'Église a toujours du retard? Sur certains points structurels, sans doute. Yveline et Alain viennent de prononcer leurs vœux. Ils ont tous deux connu la mixité pendant toute la durée de leur noviciat. À Chantilly, ils témoignent d'une expérience réussie. La mixité, c'est une mixité relative, c'est-à-dire que notre formation se continue, la formation religieuse se continue dans notre congrégation. Ça ne vous manque pas, ce qu'ont les autres? C'est un choix, cela relève d'un choix qui a été fait au départ, qui n'est pas un choix définitif, qu'il faut repenser et qu'il faut remettre devant le Seigneur. Être proche du monde, tout proche, sans s'y perdre, c'est l'idée que les jésuites ont de leur rôle. Ce pourrait être aussi vrai pour les relations qu'ils entretiennent avec la mixité, puisque, comme ils le disent, ils ont renoncé à la diabolisation du monde. En rugby, les jours se suivent et se ressemblent. La deuxième demi-finale du championnat de France s'est en effet terminée sur le même score que celle d'hier, 13 points à 12. Après avoir fait de la résistance, Bègles Bordeaux s'est finalement qualifié aux dépens des Biterrois qui ont pourtant un gros pack. Commentaire sur cette rencontre haletante, Olivier Ray. Grâce à la puissance de ses avants, Bègles Bordeaux s'est qualifié cet après-midi pour la finale du championnat de France en battant Béziers 13-12. Costaud, bien organisé, le pack béglé a imposé sa force. Béziers, solide lui aussi au niveau de ses avants, a éprouvé des difficultés pour repousser les assauts répétés du pack béglé. Et pourtant, en seconde mi-temps, Béziers, après avoir égalisé à 9 partout par une nouvelle pénalité de Didier Cambera-Béraud, Béziers prend l'avantage quelques minutes plus tard grâce à un joli drop de Didier Cambera-Béraud, toujours lui, des 30 mètres. Mené 12-9, Bègles Bordeaux ne se décourage pas et poursuit son travail de sape qui finit par payer. À 4 minutes de la fin, Bègles obtient l'essai de la victoire. Téchouer, bien servi par son demi d'ouverture Rett, pointe un essai en coin qui propulse Bègles Bordeaux en finale contre Toulouse le samedi 1er juin au Parc des Princes. Et je vous rappelle qu'Antenne 2 diffusera en direct donc le samedi 1er juin cette finale qui opposera donc le CA Béglé au Stade Toulousain, tout comme en 69 où personne ne l'a oublié, mais je vous le rappelle tout de même, les Bordelais l'avaient emporté 11 points à 9. Au Tour cycliste d'Espagne, victoire finale du régional de l'épreuve, l'Espagnol Maori devant son compatriote Indurain. Ce dimanche sportif est décidément celui des Espagnols, puisque c'est Emilio Sanchez qui a remporté les internationaux de tennis d'Italie. Victoire facile car son adversaire, l'Argentin Mancini, a dû abandonner sur blessure. La feria de Nîmes s'achève demain, lundi de Pentecôte, après 10 jours de liesse populaire, mais de qualité. La feria, c'est bien sûr une corrida non-stop, et pas seulement. Une bonne partie des centaines de milliers de personnes qui se sont pressées dans les rues de Nîmes n'ont pas mis les pieds dans les arènes. N'oublions jamais que feria veut dire foire, comme l'ont constaté nos spécialistes Pascal Deschamps, Philippe Luzzi. Dormir pendant la feria, un vœu pieux, ça n'est pas fait pour ça. Pendant 10 jours, ils sont 150 000 dans les arènes, mais 10 fois plus dans la rue. Et bien sûr, il n'y a pas que des Nîmois. L'ambiance est extraordinaire, franchement, c'est vraiment sympa. Ouais. On a été invités par des Nîmoises, alors on est venu voir. Et comment vous trouvez alors? Ben, c'est surprenant, hein. C'est surprenant. Vous êtes venu pour la tauromachie ou pour la fête? Pour la fête, pour boire, danser, s'amuser, rencontrer des tas de gens, et puis voilà quoi. 20h, c'est la sortie des corridas. Les derniers hollés sont vite recouverts par le son des premiers orchestres de rue. Parmi les badauds, les musiciens japonais du Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ils se demandent aujourd'hui encore sur quelle planète ils sont tombés. Nîmes, on connaissait pas. Au début, on croyait qu'on allait jouer à Nice. On a cherché sur une carte, on n'a jamais trouvé. Le Paradise Orchestra est l'un des 20 groupes invités par la feria dans un immense cabaret à ciel ouvert et gratuit. Autre
Autre invité remarqué, les lycéens de Trinidad. Eux tapent sur des bidons de pétrole, la première source de revenus de leur pays. Et pour tous ceux qui préfèrent l'ambiance enfumée des bodegas, caves en espagnol, elles sont des dizaines à fleurir sauvagement dans la moindre ruelle. Bref, de quoi réchauffer une atmosphère singulièrement rafraîchie cette année par le Mistral. Si vous avez des amis qui résident rue de Nancy à Narbonne, veuillez noter leur nouvelle adresse, avenue Charles Trenet. La municipalité de Narbonne a en effet salué les 78 ans hier de l'enfant du pays en baptisant une rue de la ville du nom du fou chantant. Il y avait bien sûr foule devant la porte du garage, notamment Isabelle de Lyon, Olivier Combes. Des années, pas de fleurs fanées, et si le temps marche à grands pas, vous ne changez pas. C'est la première fois de ma vie que je chante cette chanson. Elle a donc été créée, comme moi, à Narbonne. Et je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il se trouvait que chaque fois que je me déplaçais pour mon travail, il venait et je n'étais pas là. Alors je suis venu aujourd'hui pour essayer de le voir. À chair et à os. Voilà. À 10h du matin, cette maison fait l'angle de la rue de Nancy. 1 heure plus tard, cette adresse va s'écrire 13 avenue Charles Trenet. Ici est né et réside encore le fou chantant. Ses voisins sont venus le voir en ami, admirateurs et respectueux. Entre Narbonne et Trenet, une histoire d'amour s'écrit depuis 78 ans, histoire en chanson. Il vient avec l'accent narbonnais, je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto, etc. Moi, je suis allé chercher la poésie dans la rue. Je l'ai prise dans la rue. Je ne l'ai pas fait descendre dans la rue. Je l'ai prise là où elle était. La poésie populaire. Moi, c'est mon idole. Il est éternel. Attention, il est éternel. Quand j'habitais une petite ville du Nord, je n'avais jamais vu la mer et je chantais la mer et j'aurais voulu voir la mer. Je regardais sur mon livre de géographie, c'était bleu. Des reflets changeants sous la pluie, la mer, le ciel d'été confond ses blancs tons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voilà, Charles Trenet, 78 ans hier. Certains touchent le tiercé, d'autres touchent le fond et le festival de Cannes touche à sa fin. Les pronostics vont bon train sur le nom de la Palme d'Or 91 qui sera décernée demain soir en direct sur Antenne 2, juste avant le journal de 20h. Dernier événement de ce 44e festival, la présentation du dernier film de Piala consacré à la vie de Van Gogh. Comme chaque fois, le festival s'est divisé entre pro et anti-Piala, les uns criant au génie, les autres dénonçant ce Van Gogho. Reportage Georges Bégou. Dutronc, c'est Van Gogh dans le dernier Piala. Dites-moi, est-ce que vous avez vu le Van Gogh? Ah non, je n'ai pas vu Van Gogh, non, je pars ce soir là. J'ai vu le premier film du festival Europa, super. Sinon, depuis, je me repose. Ce garçon est une exception puisque ce matin, la projection presse, on se bousculait pour voir le Van Gogh. Depuis, on parle beaucoup de Dutronc. Parce qu'il est d'une vérité, d'une authenticité, d'une crédibilité étonnante. À Cannes, comme chez Sotheby's, aux enchères, Van Gogh, adjugé vendu. Dutronc, cote en hausse. Je crois que j'ai essayé d'être vrai, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je ressentais vraiment certaines choses pendant le tournage. Comme c'est difficile de faire simple. On va déjeuner dehors, ce sera prêt dans un quart d'heure. Voilà, c'est toujours pareil. Ma mère et ma soeur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Tout ça pour aller avaler leur saloperie de bouffe hollandaise. Ma mère criait, c'est tout froid, ça va brûler. Enfin, ma soeur venait me chercher. Passer un regard à mon travail. À un moment donné, on retrouve le Dutronc qui aime vivre dans les lupanards, par exemple. Bah, disons que, bah oui, pourquoi pas. Hein. Terminé, on y va. C'était il y a quelques minutes, et apparemment pas de pression sur les épaules de Dutronc, toujours relax, façon aquaboniste. Derrière lui, dans son sillage, Piala, plus applaudi que sifflé ce matin pendant la projection presse.
Il ne filme pas la peinture, il ne filme pas le Van Gogh, il donne un Van Gogh particulier, qui est celui de Piala, qui s'approprie complètement le sujet, et qui lui en fait un film sur la souffrance, sur tout l'univers du peintre, tous les familiers, tous les proches, et qui en fait m'a touché assez profondément. C'est l'opinion favorable d'un jeune scénariste, mais disons quand même que certains n'ont pas aimé. Voilà, vous avez reconnu le bel organe de Jean-Jacques Dufour. C'était en tout cas bien Piala et bien Van Gogh et bien Dutronc. Henri Bodiguel et Bernard Connor ont eu le privilège d'assister cet après-midi à la traditionnelle vente de voitures de collection organisée chaque année maintenant à Fontainebleau. Première constatation, les prix deviennent plus abordables. Deuxième constatation, les voitures de sport n'ont plus vraiment la cote. Les Ferrari à plus d'1 milliard de centimes, ce sera désormais l'exception, car l'époque des enchères faramineuses et à répétition paraît aujourd'hui révolue. Les Bugatti, Jaguar ou Mercedes, qui défrayaient la chronique en atteignant des cotes à plusieurs millions de francs, c'est dorénavant du passé. Après avoir flambé pendant 2 ans, le marché des voitures de collection s'est dans un premier temps stabilisé et aujourd'hui, il est pratiquement en chute libre. 70 000 francs. La flambée du marché est due à un certain nombre de spéculateurs qui, quand ils se retirent, laissent place nette aux véritables amateurs qui existaient avant. Et ces amateurs, pendant des années, ils se sont retirés du marché parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc ce monde n'était plus pour eux. Ils avaient acheté des voitures 10 000 francs, 50 000 francs, ils avaient travaillé dessus, ils les avaient restaurées. D'un seul coup, on parlait de millions, on parlait de dizaines de millions, voire de milliards. Donc ils se sont retirés. Aujourd'hui, les spéculateurs sont partis. Résultat, le marché s'est assaini. Le record de la journée a tout de même été établi à 210 millions de francs avec cette Porsche, mais c'est une voiture rare et en plus dans un état exceptionnel. En revanche, ce cabriolet 300 SL est parti à 1 million de francs, un prix normal, mais il y a quelques mois, il aurait fait sans doute plusieurs millions. Même chose pour ces Jaguar V12, vendus environ 300 000 francs, alors qu'il y a peu, leur cote aurait probablement tourné autour du million également. Aujourd'hui, je crois que les gens se sont aperçus qu'il y avait des voitures évidemment authentiques et qu'il y avait surtout beaucoup de répliques. Et si vous voulez, c'est comme je crois dans le tableau, on est en train de clarifier le marché de la voiture. Aquí Círculo Televisión desde Arefo Bordán. Aquí Círculo Televisión desde Arefo Bordán. Ici, circuit télévision en provenance de RFO Bourdance. Ici, circuit télévision en provenance de RFO Bourdance. Ini mwenwa télévision yalawa RFO Bourdance. Ini mwenwa télévision yalawa RFO Bourdance. Ici, circuit télévision en provenance de 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 RFO Bourdance.
Тут цирквит телевидения произвещий из РФУ Бурдон. Тут цирквит телевидения произвещий из РФУ Бурдон. Ici, circuit télévision en provenance de RFO Bourdan. À l'intérieur du gouvernement et aussi à l'extérieur, avec l'opposition et avec les diverses forces en présence. Et ensuite, il y a un arbitrage. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la France. Alors, on va terminer cette émission. Edith Cresson, je vous remercie d'être venu. Moi, je voudrais la terminer un peu comme on l'avait commencé. C'est-à-dire, je vous demandais, au fond, quels étaient les personnages, et je pensais plutôt aux femmes, qui avaient marqué un peu votre parcours et à qui vous deviez quelque chose. Je voudrais savoir, là, au fond, vos héros, les gens à qui vous pouvez vous référer, vos admirations, prenons-les plutôt dans le passé. Ce serait qui, vos modèles? Ça, c'est une question difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de modèles. Et il y a beaucoup de héros. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Un héros, c'est, je crois, quelqu'un qui symbolise une attitude, un message. Dans l'histoire de la France, c'est tellement riche, pour ne prendre que celle-ci, car on pourrait en prendre ailleurs. Il y a des héros mythiques, par exemple. Cyrano, c'est un héros mythique. Il y a des héros parce qu'ils ont porté une grande idée. On peut dire, par exemple, que Victor Hugo ou Lamartine ont été les porteurs d'une grande idée qui a été celle de la République. On peut dire qu'en ce qui concerne le courage et la défense de la patrie, Jeanne d'Arc ou Jean Moulin ont été des héros. Seulement, moi, j'aime pas beaucoup ça parce qu'il y en a eu beaucoup comme ça. C'est tous des héros de panache, hein, enfin, avec flamme, avec ce sont des héros, mais derrière eux, il y a une multitude de gens dont on ne parle pas et qui ont eu des comportements héroïques. Madame, Monsieur, bonsoir. Sophie Marceau.